Bienvenue sur Showtime Actu. Alors, l'actualité a été dense cette semaine. Il s'est passé plein de choses. Alors, on va attaquer brièvement dans l'actualité en bref les points les plus importants de l'actualité cette semaine. À toi l'antenne, Rémi. Merci Mike. Effectivement, ça n'a pas été de tout repos cette semaine. C'est acté. Patrick Hachi succède à Adama Bictogo. Tournant majeur de la semaine au Palais de l'Hémicycle. Ce samedi 17 janvier 2026, Patrick Hachi a officiellement été élu président de l'Assemblée nationale avec un score écrasant de 85% des suffrages, soit 215 voix. Mais cette élection marque surtout la fin de l'ère Adama Bictogo. Arrivé au perchoir en 2022 pour succéder à feu Amadou Soumaoro, Adama Bictogo avait imprimé un style très dynamique et diplomatique à l'institution. Cependant, malgré son poids politique et sa popularité dans la commune de Yopougon, il n'a pas été reconduit par la direction du RHDP pour cette nouvelle législature. Pourquoi ce changement ? Officiellement, il s'agit d'une restructuration stratégique de la part du président Alassane Ouattara. Mais en coulisses, ce départ est perçu comme une volonté du sommet de l'État de reprendre en main l'appareil législatif, dans un contexte où les ambitions présidentielles commencent à créer des tensions internes. Adama Bictogo quitte donc le perchoir, laissant derrière lui une assemblée profondément renouvelée, pour laisser place à l'expérience de l'ancien Premier ministre Patrick Hachi. L'affaire Gervais Bogassako. La direction de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, pour une affaire qui mélange éducation et politique, semble vouloir faire le grand nettoyage. L'enseignant-chercheur Gervais Bogassako est officiellement menacé de révocation pour abandon de poste. En exil aux États-Unis depuis juin 2025, il avait jusqu'au 13 janvier pour reprendre ses cours de droits de l'homme. L'administration universitaire a acté son absence, lui sommant de rentrer ou de renoncer à son titre de professeur à l'université. De son côté, Bogassako dénonce une procédure abusive. Il affirme que ses comptes bancaires sont gelés et qu'il ne peut rentrer sans garantie de sécurité. Une situation qui illustre les tensions persistantes entre certains intellectuels en exil et les institutions publiques. L'annexe fiscale 2026, c'est la vie chère. C'est le sujet qui inquiète les portefeuilles cette semaine. L'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2026. 2 points sont particulièrement scrutés. D'abord, la fin de certaines exonérations de TVA sur les intrants de l'élevage, ce qui pourrait provoquer une hausse du prix de la viande et de la volaille sur les marchés. Ensuite, la création d'une taxe sur les nuitées hôtelières et un renforcement de l'impôt foncier. Le gouvernement explique que ces mesures sont nécessaires pour financer le plan national de développement, mais les associations de consommateurs craignent une accélération de l'inflation alors que le coût de la vie est déjà au centre des préoccupations. C'est un véritable coup de balai au sein du parti au pouvoir. Lors d'une réunion décisive au plateau, le président Alassane Ouattara a sifflé la fin de la récréation pour les candidats indépendants issus du RHDP. Le message est clair, l'indiscipline ne sera plus récompensée. Les élus qui ont remporté les législatives de 2025 sous une bannière indépendante ne seront pas réintégrés au groupe parlementaire et devront siéger seuls durant leurs 5 ans de mandat. Plus radical encore, le chef de l'État a annoncé une réforme du code électoral pour 2028. Les candidatures indépendantes pourraient être purement et simplement interdites pour les municipales et régionales. En clair, pour Alassane Ouattara, le parti a une majorité autosuffisante et n'a plus besoin de ralliements opportunistes. Cette annonce a servi de cadre à la désignation de Patrick Hachi pour le perchoir, avec un mot d'ordre strict, aucune voix ne doit manquer samedi. C'est une reprise en main totale de la discipline partisane. Le clash à Salé-Tiemoko vs sénateur Yapobi. À Tiasalé, la bataille électorale des législatives 2025 continue de faire rage par médias interposés. Cette semaine, le sénateur Yapobi, cadre du parti au pouvoir, a qualifié l'ancien député Assalé Tiemoko de « mythe qui ne se remettra pas de sa défaite ». La réponse du maire de Tiasalé ne s'est pas fait attendre. Dans un post cinglant ce mardi 13 janvier, Assalé Tiemoko a rappelé qu'en 9 ans de politique, il a remporté plus d'élections dans les urnes que le sénateur en 40 ans de carrière, qualifiant le poste de ce dernier de nomination politique. Assalé Tiemoko maintient sa position. Pour lui, son combat dépasse un simple siège de député et il refuse de valider ce qu'il appelle une défaite imaginaire. Un échange qui illustre la fracture persistante entre les figures montantes indépendantes et les anciens cadres des grands partis. Stéphane Kipré à la tête des indépendants. À quelques heures de l'élection du président de l'Assemblée nationale ce 16 janvier, les grandes manœuvres se précisent au palais de l'hémicycle. Selon des indiscrétions majeures, un 3e bloc de force est en train de naître, le groupe parlementaire des indépendants. À sa tête, on presse Stéphane Kipré. L'ancien cadre du PPACI,
qui a été radié de son parti pour avoir maintenu sa candidature en solo, pourrait ainsi devenir le porte-voix des 22 députés non inscrits. Ce groupe jouera un rôle de pivot face aux 197 élus du RHDP et aux 22 du PDCI-RDA. Même si le parti au pouvoir détient une majorité écrasante, la structuration de ce bloc indépendant, mené par une figure comme Kipré, marque une volonté de peser sur les débats législatifs hors des partis traditionnels. 5 ans de prison requis contre l'ancien député malien, Mahamadou Awa Gassama. On enchaîne avec un dossier aux enjeux diplomatiques explosifs. En exil en Côte d'Ivoire, l'ancien député malien Mahamadou Awa Gassama fait face à une lourde réquisition du parquet d'Abidjan, 5 ans de prison ferme. Le passif. Gassama est une figure historique de l'opposition malienne au caractère bien trempé. On peut clairement dire que l'homme n'a pas sa langue dans sa poche. Avant son exil, il était célèbre pour ses critiques virulentes et ses positions frontales contre les autorités de transition à Bamako, dénonçant sans relâche la gestion du pouvoir depuis le Mali. Il a aussi dans le passé lancé très souvent des attaques frontales contre le pouvoir RHDP d'Abidjan, et cela n'a certainement pas dû jouer en sa faveur. Épinglé à l'aéroport d'Abidjan, les conditions de son interpellation restent floues. En effet, l'accusation s'est cristallisée sur des faits de faux et usage de faux, liés à ses documents de séjour. Pour sa défense, il s'agit d'un procès politique visant à neutraliser un opposant gênant. Cette affaire survient dans un climat de méfiance entre Bamako et Abidjan. Les autorités ivoiriennes, souvent accusées par le Mali d'héberger des voix dissidentes, semblent ici vouloir montrer une application stricte de la loi. Durant l'information, il a présenté des excuses et il n'y avait plus rien à dire. Donc aujourd'hui, on n'était pas sur la culpabilité. Ça, c'est le boulot du procureur. Ce sur quoi nous pouvons être, c'est d'attirer l'attention de la cour, du tribunal du moins, sur le fait qu'il a commis une faute. Il les connaît et il a réagi tout de suite pour présenter des excuses. Donc derrière ça, il n'y a absolument rien. J'étais quand même surpris par la réquisition du procureur 5 ans de prison. Sur le minimum. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est vrai. Alerte sur le prix du cacao. Une menace plane sur le monde rural ivoirien. Le prix garanti du kilogramme de cacao pourrait chuter. De 2800 francs CFA à 1800 francs CFA pour la prochaine campagne intermédiaire. Une très mauvaise nouvelle pour les planteurs de cacao ivoiriens, et cela risque de faire grogner dans les chaumières. La Côte d'Ivoire fait face à un surplus de fèves inhabituel, mais surtout à un bras de fer avec les multinationales de l'exportation regroupées au sein du GPEX. Ces entreprises auraient ralenti leurs achats, une stratégie jugée spéculative par certains analystes pour forcer une baisse des prix. Pour les planteurs, cette baisse représenterait une perte sèche de 1000 francs CFA par kilo. Le Conseil Café Cacao tente de résister en mobilisant des exportateurs nationaux et en misant sur le stockage stratégique, mais cette crise repose la question de la souveraineté de la Côte d'Ivoire sur son cacao face aux géants mondiaux du chocolat. La Confédération africaine de football, CAF, a lourdement sanctionné Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise. En cause, son comportement lors du match Cameroun-Maroc le 9 janvier dernier. La CAF lui inflige une amende de 20 000 $ pour avoir bafoué les principes de fair-play et d'intégrité. L'instance lui reproche des pressions sur les officiels de match. Si Eto'o conserve son poste, cette sanction marque une nouvelle étape dans les relations tendues entre la légende du foot et les instances dirigeantes du football africain. L'amende est peut-être un peu salée, mais ça dépend pour qui. Allez, on poursuit. Le gouvernement de transition a communiqué sur une nouvelle tentative de déstabilisation qui aurait été déjouée début janvier. Selon les autorités sécuritaires, un réseau composé de militaires et de civils prévoyait des actions coordonnées contre des points stratégiques à Ouagadougou. Le capitaine Ibrahim Traoré a profité de cette annonce pour réaffirmer la ligne de souveraineté du pays et appeler les populations à une vigilance citoyenne. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, ces annonces renforcent le climat de tension sécuritaire au Burkina et dans la sous-région. Médias. Le décès mystérieux de Mohamed Soumaré. Le monde de la presse sportive africaine est sous le choc. Le journaliste malien Mohamed Soumaré a été retrouvé sans vie dans sa chambre de résidence à Rabat, au Maroc, alors qu'il couvrait les phases finales de la CAN 2025. Consultant respecté pour son expertise, Soumaré s'était également distingué durant cette compétition par des analyses jugées particulièrement virulentes et critiques sur l'organisation et certains arbitrages. Si ses collègues saluent aujourd'hui la mémoire d'un professionnel passionné, des interrogations subsistent sur les circonstances exactes de sa disparition. Pour l'heure, les autorités marocaines n'ont pas encore communiqué les résultats de l'autopsie.
Ce drame jette une ombre sur la fin de compétition. Toutes nos condoléances à son épouse et à toute sa famille. On passe à un dossier macroéconomique crucial pour le continent. Le Fonds monétaire international vient d'actualiser son tableau des crédits en cours pour ce début d'année 2026. Les chiffres restent stables par rapport à la fin 2025, signe qu'aucun remboursement massif n'a encore modifié la donne. L'Égypte conserve la première place avec une dette colossale dépassant les 6,2 milliards. Juste derrière, on retrouve la Côte d'Ivoire au deuxième rang. Sa dette envers l'institution s'élève à plus de 3,6 milliards de DTS. Si le chiffre peut impressionner, le FMI tempère. Avec une dette publique projetée à 58,1% du PIB, le pays reste maintenu dans la catégorie de risque modéré. Cela s'explique par son statut de poumon économique de l'UEMOA, qui rassure les bailleurs malgré le volume d'emprunt. Pour compléter ce top 10, au bas du tableau, on retrouve dans l'ordre le Kenya, le Ghana et l'Angola. La suite du classement est occupée par la RDC, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Cameroun et enfin la Zambie. Pour la plupart de ces économies, l'enjeu de 2026 sera de transformer ces crédits en croissance concrète tout en amorçant les premiers remboursements pour éviter le surendettement. On passe à présent à l'actualité internationale. Sur le front ukrainien, le conflit entre dans une nouvelle phase d'usure en ce mois de janvier 2026. Les lignes de front sont quasiment gelées par l'hiver, mais la guerre s'est déplacée dans les airs. On assiste à une multiplication sans précédent des attaques de drones de longue portée de part et d'autre. L'Ukraine cible les infrastructures énergétiques russes pour affaiblir l'économie de guerre du Kremlin, tandis que la Russie poursuit ses frappes sur les centres logistiques ukrainiens. L'aide internationale reste le point névralgique pour Kiev, alors que les stocks de munitions antiaériennes s'amenuisent. La situation s'aggrave considérablement en Iran, où le mouvement de contestation fait face à une répression d'une violence inédite. Des documents amateurs, confirmés par des sources médicales, révèlent l'ampleur d'un véritable carnage. Les faits. À Téhéran, des images montrent des dizaines de corps alignés dans des hangars près du centre médico-légal de la province. Des témoignages hospitaliers décrivent des morgues totalement saturées, incapables de recevoir de nouveaux cadavres face à l'afflux de victimes. Sur le terrain, les tirs à balles réelles contre les manifestants sont quasi systématiques. La réaction du pouvoir. Pour la première fois, le président iranien a semblé reconnaître l'existence de victimes tout en qualifiant les manifestants d'agitateurs et de terroristes. En réponse, le régime appelle désormais à des contre-manifestations pour tenter de reprendre le contrôle de la rue. L'enjeu international. Cette escalade pousse l'opposition en exil à réclamer une intervention occidentale. Aux États-Unis, des rapports indiquent que l'administration pourrait envisager des options de frappe ciblée si la violence contre les civils ne s'arrête pas.